en fait à ce webinaire qui va porter sur les obligations municipales. Donc, vous nous voyez dans notre lounge Optimum, donc devant notre mur végétal. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Pierre-Olivier Boulanger, directeur principal placement. Donc, cette présentation sur les obligations municipales, en fait, c'est la troisième de notre série. Donc, on en a eu deux l'an dernier. On en a une autre au mois de février. Donc, ça va être notre série hivernale de nos webinaires. Donc, au niveau de l'agenda de la journée, en fait, ça va être assez simple. Pierre-Olivier va couvrir les obligations municipales, comment on intègre ces facteurs ESG dans les obligations municipales. Donc, et on va terminer vraiment avec l'offre optimum. Donc, comment on va parler en fait, ces obligations municipales-là, on les intègre dans notre stratégie générale, donc et dans toutes nos stratégies, mais on va vous donner un exemple vraiment comment on l'applique dans le day-to-day, couramment. Donc, on a une période de questions à la fin. Comme d'habitude, vous avez une question-réponse dans l'outil Zoom. Donc, je vous invite à l'utiliser directement. Et puis, sur ce, je vais laisser directement la parole à Pierre-Olivier. Donc, bonjour. Je vais commencer par me présenter. Pierre-Olivier Boulanger, gestionnaire principal placement. Donc, je chapeaute les gestions actives, donc toutes les stratégies de gestion active, ainsi que je chapeaute le crédit gouvernemental, donc qui inclut dans le fond le crédit municipal, et je chapeaute également la gestion des facteurs ESG pour la firme. Donc, on va parler aujourd'hui des obligations municipales. C'est un sujet super intéressant. On aurait pu faire une présentation beaucoup plus longue, beaucoup plus étoffée, mais on va rester concis pour l'heure du dîner. Et puis, dans le fond, on va commencer tout d'abord avec qu'est-ce que c'est une obligation municipale? Dans le fond, c'est un titre de dette qui est émis par une ville, une municipalité, une MRC, une municipalité régie de comté au Québec, une région en Ontario. Ça va être aussi une régie qu'on a au Québec. Et puis, dans le fond, aussi les sociétés de transport partout à travers le Canada sont inclus dans les municipalités. Si on s'arrête juste pour 2 secondes à penser qu'est-ce qu'une municipalité fait pour nous dans notre vie. Des fois, on ne s'en rend pas trop compte, mais ça a un impact vraiment direct dans nos vies. Puis, on s'en rend, comme je disais, on ne s'en rend pas compte. On a juste à penser à l'eau potable. On ouvre notre robinet, puis on a de l'eau potable. Pour nous, au Québec, ça semble très... C'est courant, mais dans le fond, si on regarde à travers le monde, ce n'est pas tout le temps le cas. On pense aux égouts, collecte des déchets, puis même on peut penser au parc. Dans le fond, nos enfants qui vont jouer au parc ou l'été à l'OTJ, il y a beaucoup de parents qui ne pourraient pas s'en passer. Donc, ça a vraiment un impact dans notre société. Et puis, c'est pour ça qu'on trouve ces titres-là en général très intéressants. Et puis, dans le fond, ces obligations-là viennent financer les infrastructures pour ces services-là. En fait, ce qui est important de noter, c'est que c'est sur une loi provinciale que les municipalités sont capables d'emprunter. Donc, c'est les provinces qui donnent le droit aux municipalités d'emprunter. Et en fait, aussi, c'est important de comprendre que les provinces ne donnent pas le droit aux municipalités d'avoir un déficit budgétaire. Donc, ne peuvent pas avoir un déficit comme le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial. C'est vraiment juste pour financer les infrastructures, comme on vient de voir là, à l'instant, qui vont offrir tous ces services-là. Depuis 2018, la province de Québec, à titre d'exemple, requiert que, dans le fond, les municipalités aient un règlement d'emprunt. Ça veut dire qu'il faut fournir tous les devis, tous les plans, tous les coûts, donc au ministère des Finances pour s'assurer que ce qui est financé, c'est bel et bien un projet d'infrastructure. Le ministère des Finances va s'assurer, dans le fond, que la municipalité est en mesure de répondre à son financement, payer son financement, mais il ne viendra pas analyser si la municipalité a besoin d'un nouveau réseau d'égouts ou a besoin d'un nouveau garage, disons, pour son service d'incendie. Elle vient juste s'assurer la capacité de paiement et s'assurer que c'est vraiment une infrastructure qui est financée. Les municipalités doivent, à chaque année, fournir des états financiers.
donc détaillée. Donc, ça permet d'avoir une analyse financière de chaque municipalité, de s'assurer de la solidité financière de celle-ci. Finalement, en cas de difficulté, les municipalités peuvent être mises sous tutelle par le gouvernement provincial. Donc, il y a même le Moody's qui évalue à 93 la probabilité que la province intervienne avant qu'une municipalité fasse défaut. Et puis, pourquoi? C'est que dans le fond, sinon, si le système de financement municipal tombait, dans le fond, ce serait les provinces qui devraient financer à même leur financement toutes ces infrastructures-là par les municipalités. C'est pour ça que, dans le fond, quand on achète du crédit municipal, ce n'est pas seulement, dans le fond, le crédit d'une municipalité dans laquelle on a investi, mais c'est vraiment sur l'infrastructure, sur le système de financement que les provinces ont mis en place, qui vient mettre un saut, puis une qualité de crédit. C'est pour ça qu'on parle souvent d'un crédit municipal, mais qui se rapproche quand même très près d'un crédit provincial au bout du compte. OK. Donc, Pierre-Olivier, le Canada, c'est quand même grand. Les provinces, on a toutes nos particularités. Donc, peux-tu nous parler vraiment du marché obligataire canadien? Parce qu'on a parlé un peu du Québec, tu as donné un exemple du Québec, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Oui, c'est un marché de 60 milliards globalement. 60 milliards, c'est quand même relativement petit. C'est à peu près 9 fois plus petit que le marché corporatif au Canada de qualité d'investissement. Donc, c'est un marché de niche. C'est pour ça que ça prend une expertise, des aptitudes pour bien pouvoir analyser ce marché-là et pour pouvoir en extraire la valeur ajoutée. On a le marché, on pourrait segmenter le marché là, en quatre parties. Il y a tout d'abord les obligations qui font partie de l'indice de référence qu'on connaît, l'indice FTSE. C'est à peu près 15 émetteurs, 43 milliards, puis c'est seulement 2,2 de l'indice total. Donc, c'est vraiment petit dans l'indice global. Ensuite, il y a le marché hors indice Serial en Ontario, le marché hors indice Québec avec des cotes de crédit et le marché hors indice non coté au Québec. On peut voir, dans le fond, dans les 3 premiers marchés, que les écarts de crédit par rapport au niveau des obligations fédérales se rapprochent. 72 points de base pour un écart de crédit moyen dans le 10 ans, dans la maturité 10 ans pour les émetteurs dans l'indice, 71 pour le Serial, 82. Donc, on voit encore une fois, comme je l'expliquais, que c'est dans le fond, le marché achète non seulement le crédit d'une municipalité, mais de toute la structure. Finalement, pour le hors indice, pas de code de crédit. Là, les écarts de crédit sont un petit peu plus larges, mais c'est là que nous, on voit vraiment où il y a une opportunité et où c'est intéressant d'investir. Donc, si on revient au marché de l'indice, on voit ici les émetteurs. Donc, on voit les plus grandes villes du Canada. On voit aussi les régions, comme j'ai parlé, la région Halton, région de Niagara, région de Waterloo. Donc, c'est des régions la grande couronne autour de Toronto. Ensuite, on peut voir aussi les autorités de financement, donc l'autorité des First Nations, qui est dans le fond qui va venir financer des Premières Nations un petit peu partout au Canada, mais surtout concentré en Colombie-Britannique. Et puis, dans le fond, le BC Municipal Finance Authority, qui, dans le fond, qui est un regroupement de toutes les municipalités de la Colombie-Britannique. Pourquoi eux se sont regroupés? Pourquoi le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique a regroupé? C'est pour pouvoir augmenter la taille des émissions, pouvoir, dans le fond, payer pour des cotes de crédit. Donc, en regroupant, on est en mesure de payer pour des cotes de crédit. Et puis, dans le fond, ça nous permet aussi d'avoir une inclusion dans l'indice de référence. Tout ça fait en sorte que ça augmente la liquidité des titres, ça augmente l'attrait des gestionnaires et ça fait que l'écart de crédit s'en voit réduit. Donc, ensuite, ce qu'on me pose souvent comme question, est-ce que c'est une possibilité, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait arriver au Québec? Effectivement, c'est quelque chose qui pourrait arriver au Québec. Par contre, à court terme, ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Après avoir parlé au ministre des Finances, ce n'est pas quelque chose à court terme qui est possible. Mais à moyen long terme, ça serait quelque chose qui pourrait être possible d'avoir un regroupement pour le Québec. Puis à ce moment-là,
bien, on voit des écarts, comme on disait, très larges pour les non cotés. Ces écarts-là, ça se verrait rétrécis là, de façon substantielle. Puis pour nous, encore une fois, c'est une des raisons pourquoi on trouve ces investissements-là intéressants. Dans le fond, les caractéristiques de ces obligations-là qui sont dans l'indice, bien, elles ont tous une cote de crédit. On a un écart de crédit serré. On dit, ben, nous, on dit serré, puis c'est relativement aux autres municipalités là, en général, le marché global. C'est des émissions de plus de 50 millions, des maturités entre 1 an et 40 ans, mais les obligations, les municipalités, les villes vont venir se financer surtout dans le 10 ans et dans le 30 ans lorsqu'ils viennent au marché. Les nouvelles émissions sont périodiques, donc selon les besoins des municipalités de financement, et elles sont représentées par un syndicat de courtiers. Plusieurs courtiers vont se mettre ensemble pour vendre les obligations au marché. L'écart est annoncé lors de l'émission et le marché secondaire est un marché très liquide. Dans le fond, les courtiers participants faisant partie du syndicat et veulent faire partie du syndicat maintiennent un marché et ça fait en sorte que c'est un marché qui est très liquide. Ensuite, on a le marché hors indice Serial en Ontario. Tous ces émetteurs-là ont une cote de crédit. On peut voir à droite, c'est les grandes villes qui font partie là, de la province de l'Ontario. On retrouve aussi des émetteurs qui sont dans l'indice. On se fait poser la question pourquoi il y en a dans l'indice, pourquoi il y en a qui ne sont pas dans l'indice. C'est parce que, dans le fond, encore une fois, ils ont des besoins ponctuels de financement, des plus petits besoins. Donc, ça fait en sorte que la taille de l'émission n'atteint pas les objectifs là, pour avoir l'inclusion dans l'indice. Le 50 millions qu'on mentionnait avant. Exact. Et ça fait que, dans le fond, ça tombe hors indice. La répartition est échelonnée du notionnel. Donc, ça va être souvent plusieurs obligations avec une maturité là, de 0 à 30 ans, des fois de 0 à 20 ans. Donc, c'est une série d'obligations qui est émise et de là vient le nom Serial en Ontario. Les nouvelles émissions sont encore une fois périodiques, donc sont représentées par un ou deux courtiers seulement. Ça fait en sorte que sur le marché secondaire, la liquidité est moindre que ce qui est des obligations qui sont incluses dans l'indice. On parlerait même des fois de liquidité restreinte parce que beaucoup de ces obligations-là sont gardées à maturité. Donc, c'est très prisé par les gestionnaires d'appariement. Donc, eux vont garder ces obligations-là à maturité. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'activité, puis ça fait un marché plus restreint. Ensuite, on a le marché hors indice coté au Québec. Donc, ça inclut les 3 grandes villes de la province, donc Montréal, Laval, Québec. Ils ont des écarts de crédit serrés, mais quand même plus larges qu'on a pu voir que les autres villes ontariennes. Et puis, eux vont venir souvent avec des émissions de 1 à 5 ans et aussi une maturité de 10 ans. Donc, ils vont faire une répartition là, selon les maturités. Et puis, c'est de façon périodique qu'ils vont venir au marché. Encore une fois, ponctuel selon leurs besoins. Et puis, la façon que c'est mis au marché, c'est par enchère à l'aveugle. C'est complètement différent des autres marchés. Donc, chaque courtier doit donner au ministère des Finances un niveau un taux global pour le financement de toute l'émission. Et puis, c'est le courtier qui a le taux de financement le plus bas qui remporte la mise et c'est lui ensuite qui est responsable de répartir, dans le fond, de vendre toutes les obligations de l'émission. Dans le marché secondaire, c'est un marché qui est très liquide. On parle des 3 grandes villes de la province. Donc, et puis, tous les courtiers participent, font un marché sur ces villes-là. Donc, ça fait en sorte que c'est très liquide comme produit. Puis en termes de taille, on parle de quelle taille d'émission pour ces municipalités-là? On va parler entre un 50 et un 100 millions, là, donc global, mais dans le fond, avec différentes maturités. C'est pour ça que dans le fond, même si on parle de 50 millions, c'est réparti sur 6 obligations. Donc, on n'atteint pas encore le minimum pour être inclus dans l'indice de référence. Et c'est pour ça que c'est hors indice. Excellent. Ensuite, finalement, le marché hors indice non coté au Québec. Donc, ça, c'est, comme on disait, c'est les municipalités, les plus petites municipalités, les villes du Québec.
les MRC, les sociétés de transport et les régies qui vont se financer à travers ce programme-là de la province de Québec. Ils n'ont pas de code de crédit, puis ils ont un écart de crédit très intéressant. On parle de 99 points par rapport au niveau des obligations fédérales 10 ans présentement, mais eux vont plus dans le 0 à 5 ans, là, fait qu'en termes de référence, on parle de 80 points de base dans le 5 ans. Ce qui en fait que c'est très, très, très intéressant pour nous présentement, et c'est un niveau qui est comparable à des obligations corporatives de qualité. Donc, pour nous, c'est très attrayant présentement. Aussi, ce qui est différent, c'est que les nouvelles émissions sont fréquentes. Donc, 1 à 5 émissions par jour, 3 à 4 fois par jour, 3 à 4 fois par semaine, je m'excuse. Et puis, dans le fond, il y a des petits breaks là, pendant la période de Noël, pendant l'été, mais sinon, c'est de façon régulière. Donc, ça permet d'avoir le niveau que le marché est prêt à payer pour l'écart de crédit. Là. Donc, à chaque jour, dans le fond, on est capable de savoir où se trouve le marché, ce qui est très intéressant en soi. Puis encore une fois, c'est avec l'enchère à l'aveugle. Donc, le courtier qui offre le meilleur taux de financement à la municipalité, c'est lui qui emporte et qui doit distribuer toute la dette ensuite. Pour ce qui est du marché secondaire, on parle, dans le fond, d'une liquidité qui est, c'est sûr, moindre que les 3 autres marchés prédécemment, parce que, dans le fond, justement, la cote de crédit, mais c'est surtout lorsqu'on vient à trancher des gros montants qu'on va voir une plus grosse différence. C'est un petit peu comme le marché corporatif. Quand on vient vraiment à vendre plusieurs ou acheter plusieurs millions dans une même journée, qu'on va voir l'écart acheteur-vendeur s'élargir du côté des courtiers. Donc, c'est vraiment lorsqu'il y a des grosses transactions qu'on voit. Mais dans le day-to-day, normalement, c'est quand même un marché assez liquide. Donc, ultimement, on a aussi ce problème-là avec les serials, je l'ai mentionné un petit peu précédemment. C'est l'important aussi d'avoir un gestionnaire qui connaît le marché et qui est capable de rentrer ou de sortir du marché de façon stratégique pour justement minimiser ces frais-là. Exact. Dans le fond, il y a des meilleurs moments dans la semaine où on peut trancher, aussi avoir des bonnes relations avec les courtiers, dans le fond, pour avoir accès à la liquidité, savoir qui est acheteur, qui est vendeur. Et puis, dans le fond, exactement, ça permet d'avoir une meilleure emprise sur le marché, puis encore une fois, de venir mieux s'en tirer puis ajouter de la valeur de cette façon-là. OK. Bien, maintenant qu'on a parlé du marché canadien, on parlait de ESG en entrée de jeu, donc dans l'introduction, ESG, comment c'est intégré dans les obligations municipales? Comment les obligations municipales peuvent nous aider dans un portefeuille ESG ou en tout cas d'impact? Donc, est-ce que tu peux juste couvrir un peu ces éléments-là? Oui. Donc, à proprement dit, les obligations municipales n'ont pas de cote ESG par un fournisseur externe. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose dans le futur qui pourrait être amélioré, mais je suis certain, dans le fond, ça commence maintenant aux États-Unis. Dans le fond, il commence à avoir des cotes ESG pour les municipalités aux États-Unis, donc ça va s'en venir au Canada bientôt. Mais ils n'ont pas de cote ESG. Nous, on fait une intégration différente. Mais dans le fond, c'est sûr que s'ils n'ont pas de cote ESG, je m'excuse, ils sont quand même soumis aux mêmes risques. On peut penser à Sainte-Marthe-sur-le-Lac avec les inondations, donc les changements climatiques. On peut penser à Lac-Mégantic avec la tragédie du train, une tragédie sociale. Et puis, dans le fond, on peut penser aussi à Chambly en termes de gouvernance, où il y a eu des problèmes de ce côté-là. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est important de noter, c'est que le gouvernement provincial est intervenu à chaque fois dans ces moments-là. Encore une fois, on parle d'un risque de crédit municipal, mais qui se rapproche plus d'un crédit provincial. Donc, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, dans le fond, c'est le gouvernement provincial qui va payer pour le rehaussement de la digue. À Lac-Mégantic, le gouvernement provincial a soutenu la municipalité là, de diverses façons. Et puis, à Chambly, elle a mis la ville sous tutelle pour mettre en place une meilleure gouvernance. Donc, on voit que le risque est partagé entre la municipalité et la province.
Une autre façon qu'on intègre, je disais, c'est aussi à travers les objectifs de développement durable. Même si on ne sait pas tout le temps qu'est-ce que financent les municipalités lorsqu'il y a des émissions d'une ville, il y a quand même certains émetteurs qu'on peut facilement rattacher à des objectifs de développement durable. Quand on pense à l'aqueduc, le traitement des déchets ou le transport en commun. Donc, pour nous, on peut faire un lien direct avec les objectifs de développement durable et l'investissement d'impact. Donc, pour nous, ça a une haute valeur ESG. Et puis, finalement, quand on compare aussi à une municipalité à un titre corporatif, donc, la municipalité n'est pas là pour faire du profit. Dans le fond, elle est là vraiment pour offrir des services aux citoyens. Donc, pour nous, dans le fond, c'est vraiment différent. C'est vraiment, dans le fond, une approche différente. Là. Donc, ça, pour nous, encore une fois, ça a plus de valeur du côté ESG. On pourrait même regarder deux exemples. On a tout d'abord la Régie intermunicipale du parc du domaine vert, donc qui est un regroupement de 4 villes qui ont créé la régie et puis qui ont acheté un boisé le long de l'autoroute 15 là, en montant dans le nord. C'est un très beau parc. Donc, eux visent à protéger la forêt et puis aussi à en faire bénéficier leurs citoyens. Donc, c'est possible d'aller dans les sentiers, se promener, faire du ski, du patin, du vélo l'été. Donc, on protège la forêt, on réduit les gaz à effet de serre en gardant les arbres et puis aussi, on en fait bénéficier à la population. Donc, pour nous, c'est directement en lien avec l'objectif 15 des Nations unies. Puis, dans le fond, c'est un objectif qui est très difficilement atteignable à travers d'autres véhicules. Et puis, ce qui fait en sorte que les obligations nous offrent plein d'opportunités. Donc, c'est très, très, très intéressant de ce côté-là. Comme deuxième exemple, on a la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins, qui est un regroupement de 2 municipalités, Terrebonne et Mascouche, et puis, dans le fond, qui vont fournir en eau ces 2 villes-là. Encore une fois, comme je disais au départ, au Québec, on prend pour acquis d'avoir une eau de qualité, mais ce n'est pas partout le cas. Et puis, dans le fond, c'est directement lié à l'objectif numéro 6 des Nations unies. Et puis, encore, c'est très difficile d'atteindre cet objectif-là à travers d'autres obligations. Ça va venir souvent peut-être à travers des obligations supranationales ou ce qui vont finir de l'eau potable dans des régions sous-développées. C'est très intéressant de pouvoir l'avoir ici ou même au Canada, donc faire des investissements dans ces infrastructures-là qui fournissent de l'eau potable aux citoyens. C'est très intéressant. Puis ça, dans le fond, c'est des questions qu'on a souvent de fondations ou de fonds de pension qui nous disent comment on peut avoir un impact dans la société ici, au Québec. Dans le fond, on va répondre, les obligations municipales québécoises ou canadiennes sont très intéressantes pour ça. C'est vraiment un impact direct dans la vie de tous les jours des citoyens. Donc, c'est très intéressant. Donc, si on fait un résumé de tout ça, l'investissement dans les obligations municipales, donc, ça vient supporter les infrastructures partout à travers le Canada qui ont un impact important dans la vie de tous les jours des citoyens. Donc, pour nous, ça a un impact ESG et puis même, on peut en relier directement à les objectifs de développement durable. Ça supporte et ça crée des milliers d'emplois. Donc, on parle d'infrastructures. On ne parle pas, dans le fond, de financement de déficit de budget. On parle vraiment de financement d'infrastructures. Donc, ça crée des emplois dans la construction, dans aussi plein de milieux connexes. Donc, ça, c'est super intéressant de ce côté-là. Si on regarde le profil rendement, ici, on peut voir dans le tableau sur les différentes échéances, donc termes, on peut voir là, de 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, notre stratégie obligation de gestion municipale court terme qui est investie dans les obligations non cotées au Québec offre un rendement très, très similaire aux obligations court terme, obligations corporatives court terme. Donc, encore une fois, on trouve ça très intéressant. Et puis, dans le fond, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la qualité de crédit.
On parle d'une qualité de crédit municipale, mais comme je l'ai noté souvent, on se rapproche beaucoup plus d'une qualité de crédit provinciale. Donc, si on mélange les trois, le facteur ESG, la création d'emplois, un rendement très intéressant, puis pour une qualité de crédit qui est peut-être mal évaluée, c'est pour ça que pour nous, ça fait un actif très intéressant à investir dedans. OK. Là, Pierre, Olivier, tu mentionnes les barres bleues foncées, là, qui est notre stratégie dans ton graphique, les barres bleues pâles qui sont les obligations corporatives. Donc, on voit que c'est assez similaire. On s'entend que sûrement l'aspect corporatif doit être beaucoup plus volatile, les rendements dans le temps, que les obligations municipales. Si tu mentionnes, puis tu as cogné sur le clou à plusieurs reprises, presque du provincial. Donc, peux-tu nous parler un peu de cette volatilité-là ou la différence de volatilité, en fait? Oui, bien, effectivement, c'est un bon point. On a pu le voir, là, dans le fond, les écarts de crédit municipaux sont beaucoup moins volatiles que les écarts de crédit corporatifs. Donc, on l'a pu le voir justement en mars 2020. Les crédits municipaux ont beaucoup mieux fait face, dans le fond, ont moins élargi que les crédits corporatifs. Puis, une autre des raisons aussi pour ça, c'est que les gouvernements provinciaux ont stoppé l'émission d'obligations municipales. Donc, ça a fait encore une fois un effet de rareté. Pourquoi ils ont pu le stopper? C'est à cause qu'ils allaient soutenir les municipalités. Tandis que les corporations, eux, se sont dépêchées à émettre des obligations pour s'assurer de faire face à leurs besoins de liquidité. Donc, on voit vraiment une différence, puis on voit justement, ça a vraiment un effet sur la volatilité dans le portefeuille. OK. Donc, on croit que c'est un actif intéressant. Pourquoi, dans le fond, vous devriez faire affaire avec Optimum Gestion de placement? Bien, c'est simple. Ça fait 40 ans qu'on participe dans ce marché-là. Donc, on a vu neiger, comme on dit, on a vu passer plusieurs cycles. Et puis, dans le fond, ça n'a jamais démenti notre croyance que cet actif-là est de bonne qualité. On en met un petit peu partout dans toutes nos stratégies lorsque c'est possible. Et dans le fond, même dans les portefeuilles d'Optimum Group, ça en fait partie. Ça fait aussi pendant 40 ans qu'on a bâti une expertise et des connaissances des différents acteurs du marché. Donc, on est capable d'aller chercher la liquidité quand c'est le temps. On connaît bien tous les courtiers, on connaît qui est acheteur, qui est vendeur. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une bonne grippe sur le marché, une bonne connaissance, et puis ça nous permet encore une fois d'ajouter de la valeur. Finalement, on a un très bon processus de sélection. Donc, on a des filtres quantitatifs. Donc, on va regarder l'endettement des sociétés, on va regarder la population de la ville ou des municipalités. Donc, encore une fois, ça nous permet s'assurer qu'on a une bonne qualité et moins de volatilité dans le portefeuille. On fait une sélection selon les filtres ESG. Et puis aussi, on va faire une diversification régionale pour, encore une fois, mitiger les risques d'être trop exposé à certaines régions. Donc, ça, c'est possible d'être investi, dans le fond, soit dans un portefeuille précis en obligations municipales seulement, ou, comme je le disais, c'est dans le fond, dans plusieurs de nos stratégies ici chez Optimum. Parfait. Donc, maintenant, tu as parlé qu'on l'utilise vraiment de façon assez générale dans nos stratégies. Donc, c'est quelque chose qu'on va implémenter dans nos stratégies, soit à court terme notamment, dans nos stratégies univers, dans des stratégies, des mandats directement, pour faire des mandats directement avec des clients juste en obligations municipales, compte tenu de l'expertise qu'on a depuis 40 ans. Donc, peux-tu donner en fait un exemple là, dans notre stratégie, je vais dire, la plus générale, donc une stratégie univers traditionnelle, l'impact de cet ajout-là, justement, d'obligations municipales? Oui, certainement. On peut prendre un exemple, l'obligation univers héritage ESG, donc qui est une stratégie univers à gestion active. Donc, dans cette stratégie-là, on va chercher à surpondérer le crédit de qualité. Donc, on parle d'obligations provinciales, mais surtout les obligations municipales. On vous rappelle qu'il y a seulement à peu près 2 de l'indice qui est investi en municipalité. Nous, dans notre portefeuille, c'est 27 %. Donc, on a une surpondération de 25 des titres municipaux. Donc, c'est pour montrer à quel point on a confiance et on croit que c'est un investissement de qualité.
Et cette stratégie-là aussi cherche à avoir une valeur ajoutée de 55 points de base sur des périodes de 4 ans. Donc, c'est possible de le faire en caisse commune ou en stratégie ségrégée, en gestion ségrégée. Quand on parle justement d'investissement ESG puis d'impact, regardez un petit peu ce que ça donne. C'est environ 36 du portefeuille qui est relié à un objectif de développement durable des Nations unies. On n'a rien qu'à regarder 10 à peu près qui est en ville et communauté durable. Donc, on parle dans le fond, et ça provient en très forte majorité des obligations municipales. On parle beaucoup de transport en commun dans ce cas-là. On parlait d'eau propre, c'est 2,5 du portefeuille qui est investi vers cet objectif-là. Viteres, le parc, 0,2 du portefeuille. Et puis aussi, on va investir dans les obligations vertes. On a des obligations vertes de la ville de Vancouver, de la ville d'Ottawa, de la ville de Toronto. Et on a même une obligation sociale de la ville de Toronto. La première est mise par une municipalité, donc qui vient financer des habitations là, pour les personnes sans abri qui sont aux prises aussi avec des problèmes de consommation. Donc, on vient d'investir dans une panoplie d'obligations qui ont un impact direct dans la vie. Puis ça, dans le fond, on se fait poser souvent la question, mais ça doit avoir un impact sur la performance du portefeuille d'investir dans ce type d'obligations-là. Mais si on regarde justement la valeur ajoutée du portefeuille, on peut voir qu'à travers les années, c'est une belle valeur ajoutée. Donc, on parle de tout près de 60 points de base en moyenne. Et puis, on peut voir depuis 2012 qu'on a toujours eu de la valeur ajoutée dans cette stratégie-là. Donc, cette stabilité-là, on peut se voir justement par notre ratio d'information qui est à 1,5, ce qui est un ratio d'information très, très élevé. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'on fait l'intégration des obligations municipales. OK. Donc, ton ratio d'information qui est élevé signifie vraiment qu'on a une stabilité de rendement dans le temps, une stabilité de valeur ajoutée dans le temps. Tu mentionnais les obligations municipales, ils ont un écart de crédit intéressant, c'est-à-dire que le rendement est plus intéressant qu'une obligation fédérale ou provinciale équivalente, oui, malgré le fait qu'on a un risque équivalent à une obligation provinciale, en tout cas qu'on l'assimile à ça en fonction de ce que tu as mentionné un peu plus tôt. Donc, ça couvre vraiment l'ensemble du marché obligataire municipal. On a parlé vraiment de l'historique. On a un historique, on est impliqué partout au Canada, donc on achète des obligations pan-canadiennes, tu as mentionné Toronto notamment. Donc, ça fait vraiment le tour de la présentation. Je vous dirais, c'est sûr que c'est un produit intéressant. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, surtout pour ajouter de la valeur dans un portefeuille traditionnel, oui, et une stabilité, là, comme on voit ici. Exact. Puis un petit peu comme tu disais tout à l'heure, c'est important. Là, pourquoi choisir Optimum? Dans le fond, c'est aussi l'intégration de ces obligations-là municipales à l'intérieur du portefeuille. Savoir c'est quoi les corrélations, comment que les écarts vont réagir, comment on peut diminuer justement la volatilité du portefeuille tout en ayant de la valeur ajoutée. Je pense que c'est vraiment ça notre expertise qu'on a bâtie à travers ces 40 ans-là, puis c'est sur quoi il faut miser. Okay. Fait qu'on peut, ça fait le tour de la présentation. On peut passer vraiment à la période de questions. J'en vois quelques-unes ici à l'écran, là. Donc, je te les lance en rafale, Pierre-Olivier, sois prêt. Donc, on parle vraiment, en fait, j'en ai une ici. Plusieurs gestionnaires obligataires ne sont pas vraiment actifs dans le marché. Ça, on le voit. On le voit avec les gens avec qui on travaille ou avec nos clients notamment. Pourquoi ces gestionnaires-là, selon toi, lèvent le nez ou ne sont pas impliqués dans ce type de marché-là? Bien, c'est sûr que dans le fond, si on regarde, c'est 2 comme je le disais, de l'indice qui est attribué aux municipalités. Donc, il y a beaucoup de gestionnaires qui ne voudront pas prendre une déviation aussi importante que, disons, Optimum est prêt à le faire dans les obligations municipales. Donc, pour eux, ils ne voient pas une valeur ajoutée à ce produit-là, mais comme j'ai pu vous le démontrer, non seulement, dans le fond, point de vue impact social, impact ESG, et puis point de vue rendement, pour nous, ça a une très bonne façon d'ajouter de la valeur. Et puis, peut-être qu'en fait, ça en laisse plus pour nous. Là. Fait que... Peut-être. Puis il y a aussi l'expertise d'historique. On a probablement le fait qu'on est là depuis 40 ans. On est comme les premiers joueurs, dans les premiers joueurs du marché. Fait qu'on s'est bâti une historique intéressante. Exact. OK. Ça fait que ça en laisse plus pour toi. Donc, j'ai une autre question aussi, Pierre-Olivier.
Au Québec, on mentionnait que le fonctionnement pour le marché obligataire, c'est des enchères à l'aveugle. Oui. Donc, à l'inverse du reste du Canada. Donc, est-ce que ces enchères à l'aveugle-là vont biaiser certaines municipalités, les plus grosses villes? Donc, un Longueuil de ce monde ou un Québec de ce monde, va-t-il avoir un meilleur, pourrait-il avoir un meilleur taux qu'une Sainte-Marthe-sur-le-Lac, justement, ou Lac-Mégantic? Bonne question. Oui, mais pas de façon substantielle. C'est vraiment mineur. Encore une fois, on parle, dans le fond, ce que les investisseurs achètent, c'est vraiment la structure. Donc, oui, Longueuil va avoir peut-être un taux de financement meilleur, va avoir un écart de crédit un petit peu plus serré que d'autres municipalités, vraiment les plus petites, mais on parle de seulement peut-être 3-4 points de base. Donc, c'est vraiment mineur. Donc, et puis, où est-ce que peut-être il y a une petite différence, c'est au niveau de la liquidité. Les plus petites municipalités auront peut-être une plus faible liquidité par rapport à une plus grosse municipalité où, dans le fond, il y a un encours plus important. L'émission est plus importante, donc c'est plus intéressant. C'est aussi pour ça que c'est important de savoir bien équilibrer les choses entre plus grosses municipalités, plus petites. Des fois, on peut aller chercher un petit peu plus de valeur en investissant dans des plus petites municipalités, mais c'est important de garder un bon ratio de liquidité dans le portefeuille. Donc, encore une fois, c'est un exemple pourquoi c'est important d'avoir un gestionnaire d'expérience dans ce domaine-là. Parfait. Et dernière petite question que j'ai ici. En fait, comment tu mesures la différence de risque entre les obligations cotées et non cotées directement? Là? Parce que tu mentionnais qu'on a des cotés, on voit qu'il y a quand même une petite différence de rendement, mais dans notre day-to-day, on a beau dire qu'on arrime ça avec des provinciales, mais ouais. Est-ce qu'il y a une mécanique qui justifie tout ça en dessous pour rassurer les gens qu'on investit 20-25 dans un portefeuille? Oui, en fait, comme je disais, on a toujours les filtres quantitatifs qu'on a. Donc, que ce soit autant pour les municipalités cotées que non cotées, on va regarder, on va s'assurer que la solidité financière de la ville est là. Pendant nos 40 ans, il n'y a pas eu de défaut du côté municipal. Donc, ça, c'est rassurant. Mais ça ne veut pas dire que, dans le fond, il faut snoozer pour autant. Là. Donc, on fait toujours nos devoirs. On va regarder les états financiers. On va regarder si la municipalité... donc, puis il y a des municipalités dans lesquelles on n'investit pas parce qu'il y a un haut niveau de dette pour nous. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va s'assurer. Puis, dans le fond, on fait toujours une comparaison entre les municipalités cotées et non cotées. C'est sûr que oui, il y a le facteur risque qui est important, mais il y a le facteur rendement aussi qui est important. Fait qu'on vise toujours à équilibrer, dans le fond, à risque égal, dans le fond, une municipalité qui peut rapporter plus. Okay, donc, on a un processus d'analyse un peu comme on aurait pour des obligations corporatives ou d'autres types d'obligations qu'on a dans notre portefeuille. Exact. Puis aussi, les obligations non cotées, disons, sont de 0 à 5 ans. On va les garder dans la plus courte maturité et puis on va favoriser plus des obligations avec des cotes de crédit de meilleure qualité dans les plus longues durées, dans les 10 ans et 30 ans, par exemple. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait en fait le tour de notre présentation d'aujourd'hui. La prochaine présentation va être sur nos actions internationales, actions européennes, désolé. Donc, actions européennes avec notre chef déplacement au niveau des actions, Martin Delage. Donc, ça va être le 24 février prochain. Donc, on vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça va nous faire plaisir d'y répondre si on n'a pas répondu à l'ensemble de vos questions. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et merci encore.